On va commencer par le Maroc, parce que le texte marocain, je les ai encore recomparés aujourd'hui, et une approche assez intéressante finalement du Maroc. Comme on dit, le bébé du takafoul marocain a un temps de gestation relativement long. Il est encore en train de grossir dans le ventre de sa maman, mais c'est intéressant de voir que finalement le résultat est comment dirais-je, est très complet. Peut-être que, en tout cas, quand on compare les textes du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie, on voit qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites au Maroc qu'on ne retrouve pas forcément dans les textes algériens et tunisiens. Alors, il y a peut-être des raisons derrière. En tout cas, Ashraf, est-ce que tu peux un peu nous dire un peu quelques mots sur l'historique du projet de texte de loi du Takafoul au Maroc et puis, dans un second temps, nous décrire ce qu'il en est, ce qu'il en ressort de façon. Alors, on va pas faire une lecture du texte, hein, mais simplement les principales briques. J'en ai retenu quelques peut nous en dresser les points les plus importants. Oui, tout à fait. Merci, Bobker. Donc, comme ça a été dit, le takaful au Maroc, il n'est pas encore, c'est une activité qui n'est pas encore exercée. Il est toujours au stade de projet. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet qui dure depuis un certain nombre d'années et je vais y revenir pour expliquer brièvement pourquoi. Donc en fait, le Maroc a fait le choix depuis quelques années de mettre en place un écosystème de la finance participative qui est conforme au principe de la charia. Donc le projet, ce n'est pas que le takaful, c'est un écosystème complet de la finance participative. Donc le premier pilier de ce système de la finance participative concerne les banques. Les banques, ils ont été les premières à lancer leur activité déjà en 2017. S'en est suivi d'autres éléments relatifs au marché financier, comme le lancement des soukouk souverains en 2018. Aujourd'hui, il en manque pas mal de points essentiels de cet écosystème, mais un des éléments incontournables de cet écosystème de la finance participative qui manque aujourd'hui à l'appel est le takaful. D'ailleurs, les banques participatives aujourd'hui, dans le cadre de leur activité, ils octroient des financements à leurs clients. Ils ont atteint aujourd'hui un encours de pratiquement 10 milliards de dirhams en quelques années. 10 milliards de dirhams, c'est 1 million de dollars d'encours qui est octroyé aux clients sans avoir une couverture d'assurance décès en face, parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire appel à l'assurance décès conventionnelle. Et vous pouvez imaginer qu'avec la crise sanitaire que nous vivons actuellement et au début de cette crise, on ne savait pas également ce qui se profilait à l'horizon. Ces banques participatives, naturellement, ils ont une inquiétude assez importante par rapport à l'exposition au risque d'essai qui est aujourd'hui supporté par leur bilan et qui sont des bilans qui sont quand même assez jeunes aujourd'hui. Avec 2 années d'activité, ce ne sont pas des bilans quand même qui ont une certaine taille et qui peuvent supporter des chocs assez importants. Pour mettre en place en fait le takaful au Maroc, les intervenants, que ce soit l'autorité de contrôle, le ministère des Finances, les autres intervenants étatiques et puis les opérateurs, il y a eu une démarche participative. Au début, il y a eu une volonté d'aller très vite parce que en fait, les banques participatives, ils ont lancé leur activité, on devait avoir rapidement assuré une couverture takaful à ces banques-là. Donc, il y avait une volonté de faire assez vite avec un minimum d'ajustement des textes légaux qui existaient. Donc, on a essayé au début de ne pas amender trop de choses, principalement des textes légaux qui nécessitent quand même des passages au Parlement et avec des procédures quand même assez longues. Et donc, on a essayé de procéder assez rapidement par des ajustements qui sont pas tellement importants, en évitant parfois d'amender la loi. Et ce qui s'est passé, c'est que rapidement, les premières discussions avec le CSO, ce que je vais appeler régulièrement le CSO, c'est le Conseil supérieur des oulémas, et je vais y revenir après pour expliquer de quoi il s'agit. En fait, les premières discussions avec le CSO, qui est censé valider en fait les principes chariatiques de l'activité, bah, il a recalé tout le monde parce qu'il a refusé, en fait, il a remis en question des principes de base. Et donc, en fait, on est revenu à la case départ. Après pas mal de temps de travail, en fait, on est revenu à la case départ pour revoir, en fait, certains concepts de base qui n'étaient pas prévus dès l'origine. Et donc aujourd'hui, si je cite un peu les éléments qui caractérisent le projet marocain, allez, je connais pas vraiment le cadre réglementaire en Tunisie ou en Égypte,
de manière détaillée, mais si je citerai les quelques éléments qui caractérisent le projet marocain, en fait, le premier, c'est le CSO, c'est le Conseil supérieur de l'Oulama, qui centralise la validation de l'ensemble des éléments du dispositif qui sont relatifs aux principes de la charia. Je connais effectivement dans d'autres pays, c'est souvent des charia boards qui sont intégrés au niveau des sociétés, qui sont censés se prononcer sur les principes chariatiques. Ici au Maroc, on a opté pour avoir un seul corps auquel tous les intervenants vont faire appel à ce corps pour valider en fait tout ce qui est principe relatif à la charia. C'est un élément positif parce qu'il évite d'avoir de la concurrence entre les opérateurs sur ce genre de principe, en disant que moi, peut-être, je suis plus conforme que d'autres compagnies, mais en même temps, cette centralisation impacte certainement les délais de mise en œuvre. Et donc, comme c'est un seul corps qui doit valider aujourd'hui au niveau du Takaful l'ensemble du dispositif réglementaire, et donc, en fait, ça peut impacter les délais de mise en œuvre en fait, de ce projet-là. Le deuxième, en fait, élément qui caractérise un peu le projet marocain est la séparation totale et effective entre les fonds des participants et l'opérateur d'assurance Takaful. Ça, c'était un des principes qui a été remis en question par le CSO, puisqu'au début, on est parti dans un cadre, je pense, qui ressemble un peu à ce qui se pratique en Tunisie, en ayant en fait une seule comptabilité, mais ce sont des écritures. En fait, on essaye de scinder à l'intérieur de la même comptabilité les écritures des opérateurs, les écritures qui sont relatives au fonds. Et en fait, le CSO a exigé qu'il y ait une séparation totale et effective entre l'opérateur et le fonds, et ce qui nous a amené en fait à créer, ce qui va nous amener à créer deux personnalités morales juridiquement distinctes. Donc une personnalité morale qui est relative au fonds et une personnalité morale qui est relative à l'opérateur. Et donc on aura en fait deux entités juridiques complètement distinctes, et chaque entité, elle va avoir sa norme comptable et sa fiscalité, et de manière complètement indépendante. Et donc, la nouveauté, je pense, c'est que le fonds des participants, il va acquérir une personnalité morale qui est tout à fait indépendante de la structure de l'opérateur. Ça, c'est le deuxième élément. Et puis, le troisième élément, brièvement, tu en as parlé, Bobker, c'est un cadre réglementaire qui est spécifique au Takaful, qui est très, très étoffé. On a dû amender la loi, le code des assurances. On a un arrêté ministériel qui va encadrer l'activité. On a une circulaire de l'autorité de contrôle qui va cadrer principalement les aspects prudentiels. Et donc, on a un cadre réglementaire qui est assez lourd. L'activité d'assurance au Maroc est une activité qui est très, très réglementée par rapport à d'autres marchés. Et donc, aujourd'hui, on a bâti quand même un cadre réglementaire qui est assez lourd, qui est très, très général. Je vais citer quelques éléments probablement qui n'existent pas forcément dans beaucoup d'autres marchés et qu'on a prévu dans le cadre de ce cadre réglementaire, le plafonnement des frais de gestion prélevés par l'opérateur. Donc aujourd'hui, les sociétés, les opérateurs d'assurance n'ont pas la main libre pour fixer le niveau des frais qu'ils veulent. Encore une fois, je connais pas l'expérience maghrébine, mais je connais certaines expériences du pays du Golfe où on fixe parfois des frais de gestion qui sont assez élevés, qui amènent souvent le fonds à une situation qui est structurellement déficitaire, et par la suite, en fait, on est sur des qard hasan perpétuels. D'ailleurs, même dans certains pays, il y a des prescriptions au niveau de la comptabilisation des qard hasan au-delà d'une certaine période. Donc aujourd'hui, au Maroc, on a choisi de plafonner les frais de gestion. Aujourd'hui, les frais de gestion Wakala sont plafonnés à un maximum de 30% des cotisations, et les frais de gestion relatifs aux produits d'investissement, ils sont plafonnés à 1% de l'encours. Un autre élément qui est l'interdiction de partage des résultats techniques avec l'opérateur. En fait, quand le système Modaraba il est permis, le système Modaraba c'est une participation dans les revenus financiers, mais en aucun cas une participation dans les revenus techniques du fonds. Donc tout ce qui est vraiment élément technique, il reste au niveau du fonds. L'opérateur ne peut être rémunéré qu'à travers une commission Wakala ou éventuellement une participation bénéficiaire sur les revenus financiers, ce qu'on appelle communément
Mudaraba. Donc ça, c'est le cadre réglementaire général. J'ai cité quelques exemples en fait qui caractérisent ce cadre et qui en fait qui expliquent un peu pourquoi on prend tellement de temps, parce qu'il y a des choses quand même qui sont très très impactantes pour l'activité. Une fois qu'ils sont figés dans les textes de loi, naturellement, on peut plus revenir dessus, ce qui justifie en fait qu'on a pas mal de discussions avec l'autorité de contrôle sur ces éléments-là. Ce cadre réglementaire, en fait, il est complété par d'autres éléments qui sont pas du domaine de la loi, mais dans une démarche volontariste, en fait, l'autorité de contrôle, on arrête avec elle avant le lancement de l'activité ce qu'on appelle des modèles de conditions générales types, qui peuvent être utilisés par l'ensemble des compagnies, un modèle de règlement de gestion du fonds type également, qui peut être utilisé par l'ensemble des futurs opérateurs. Ces éléments ne sont pas obligatoires, on peut y déroger, mais sachant que ce sont des éléments, des modèles types qui ont été validés par CSO, si on veut y déroger, ça veut dire qu'il faut repasser par le CSO pour valider tout ceci de manière individuelle. Et pour éviter en fait que tous les futurs opérateurs passent au CSO l'un après l'autre pour valider chacun son dispositif, on a prévu en fait d'avoir des modèles types qui permettent quand même une validation des modèles de tout le monde, des documents de tout le monde et d'avancer plus vite. Et donc aujourd'hui, je pourrais dire que ce projet, on est vraiment actuellement en dernière ligne droite sur l'ensemble des aspects. Il y a encore des éléments à affiner, on va y revenir dans la prochaine intervention, mais en tous les cas, le volet réglementaire, je pense qu'on est sur la dernière ligne droite pour la validation de l'ensemble du dispositif réglementaire. Voilà, merci. Merci beaucoup, Achraf, pour cette description un peu de l'approche marocaine et du contenu du texte. C'est intéressant aussi à relever, en tout cas de la lecture que j'ai fait des différents textes réglementaires. Il y a un petit point qui a attiré mon attention dans le texte marocain, c'est le fait que le texte marocain, c'est aussi, comment dirais-je, attaché à l'importance de la terminologie pour bien distinguer ce qui relève réellement du takafoul de ce qui relève de l'assurance classique. À titre juste d'exemple, on a souvent tendance à parler dans le monde du takafoul, enfin dans le monde de l'assurance classique, on parle des assurés. Dans le monde du takafoul, on parle des participants ou alors on parle des cotisants. Chez les Tunisiens, on parle des cotisants. Donc il y a aussi cet effort au niveau de la terminologie qui a été fait, qui est important parce qu'il distingue réellement les deux modèles finalement. Parce on parle plus de la prime d'assurance, on va parler de la contribution ou de la cotisation chez certains. Au Maroc, on a gardé ça. On parle bien du fonds takafoul. Et je suppose que tu l'as dit, j'ai été coupé encore une fois. Enfin, j'ai été plutôt sollicité par quelqu'un là pendant quelques secondes. Du coup, il y a un élément qui est structurant dans le modèle du takafoul, c'est l'indépendance juridique du fonds takafoul. Et moi, j'y suis confronté régulièrement à cette question, notamment ici en Europe, lorsqu'on essaye de travailler sur ce sujet-là, où les lois ne permettent pas de donner cette indépendance juridique au fonds takafoul, alors qu'elle est vraiment déterminante et structurante dans le modèle du takafoul, et c'est aussi un des points les plus importants au niveau des règles de l'AIOFI, qui insistent sur l'indépendance de ce juridique et comptable, donc de ce fonds takafoul. Donc on a cet élément-là, ces quelques éléments-là qui sont extrêmement importants et qui ont été vraiment bien articulés dans dans la loi marocaine. Alors je vais passer maintenant peut-être à un pays voisin sur l'approche réglementaire, la Tunisie. Est-ce que Serdaltef, vous pouvez aussi, là aussi, je reviendrai sur l'Algérie tout à l'heure parce que l'approche algérienne est structurellement différente en matière réglementaire. On a vu et discuté un peu du projet de décret de takafoul algérien. On va le laisser pour tout à l'heure. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en Tunisie, on a d'abord eu et la loi qui est venue après. Est-ce que vous pouvez là aussi, Serdaltef, nous dire un petit peu quelle a été l'approche en termes d'évolution réglementaire en Tunisie et qu'est-ce que prévoit la loi sur le takafoul, la loi tunisienne sur le takafoul? Vous l'avez bien dit, je peux dire au départ qu'aujourd'hui, l'arsenal juridique en Tunisie, on peut dire qu'il est complètement achevé. On a mis peut-être à partir de 2014 jusqu'à maintenant, donc ça fait 6 ou 7 ans, mais aujourd'hui, donc nous avons tout l'arsenal juridique pour bien fonctionner en tant qu'entité de takafoul. C'est vrai, c'est une particularité un peu du système tunisien. Les 3 compagnies takafoul ont commencé à exercer avant l'apparition de la loi. Une première compagnie a commencé à travailler, à exercer en 2012, puis les 2 autres compagnies, la mienne et notre compagnie, c'est en 2014. Donc, mais la loi
Quand je dis en 2014, on a eu notre agrément en avril 2013. On a commencé l'activité réelle au début 2014. Par contre, la loi sur le Takaful est parue en juillet 2014. Bon, la question, elle est là. Donc, pourquoi donc on a donné des agréments pour des compagnies sans cadre légal? Peut-être pour vous dire une chose importante, c'est qu'on a commencé à réfléchir sur les finances islamiques, sur les banques islamiques, sur l'économie participative à partir de 2008. Et il y a une banque qui était bien sûr une banque islamique qui a commencé à exercer, ça fait très longtemps en Tunisie. Puis, il y a une deuxième banque qui est venue, je crois, en 2008 ou 2009, qui a commencé exactement à faire de la finance islamique. Et on était normalement obligé pour clôturer et pour avoir donc tous les produits dans ce sens, c'est de commencer également. Donc, on ne peut pas donner des crédits par une banque islamique sans qu'il y ait une assurance derrière. Bon. Et elle a commencé par donner donc ces agréments pour accompagner ces banques qui ont commencé à exercer. Le projet de loi qui n'est voté qu'en 2014, il était prêt, je dis bien fin prêt, avec peut-être 5% de modifications dès 2010. Donc le projet de loi, il était presque finalisé. Mais la création des trois compagnies, ils avaient double engagement. Un engagement juridique tout en respectant le code des assurances, donc à 100%, donc sans aucune dérogation. Et de l'autre côté, un engagement vis-à-vis de participants ou de l'assuré, donc à l'époque on appelait ça, aujourd'hui les participants, l'engagement pour respecter un peu les principes de la charia. Et surtout dans deux points très importants. Pour nous, il ne faut pas que toute activité assurée par les compagnies de Takaful soit licite. Donc, on n'a pas une activité qui n'est pas licite, premièrement. Et ça, c'est garanti par un Sharia Board qui est imposé dès le premier jour. Donc, le Sharia Board qui approuve tous les produits d'assurance à commercialiser. Et deuxièmement, la partie, c'est le placement des fonds des sociétés doivent être dans des produits financiers, bien sûr islamiques, ne doivent pas déroger, donc ne pas avoir de riba. Donc, ce sont les principes vis-à-vis des participants. Et on l'a mis ça, c'était clair dans les études qu'on a présentées au département du TERP, au ministère des Finances pour avoir l'agrément. Mais de l'autre côté, on était obligé, c'était pas facile pour nous, les premières années, de faire à la fois le conventionnel, puis présenter les résultats financiers de nouveau pour la partie Takaful. Et on a peiné presque les premières années dans ce sens-là. Mais les documents officiels qui sortaient à l'époque, je dis bien jusqu'à 2018, c'était sur la base du code des assurances, donc c'est la base de l'assurance conventionnelle. Et puis on a eu donc l'apparition de la loi, c'était donc comme je vous ai dit en juillet 2014. Les grands principes de cette loi, donc la séparation comptable, c'est pas juridique, des deux fonds, obligatoirement. Donc, il faut séparer le fonds des assurés, le fonds des actionnaires du fonds des participants, d'une part. D'autre part, le système de gestion, on a voté à l'époque le système hybride, donc ça veut dire d'avoir à la fois encaissé donc le wakala et le mudarba, donc les deux à la fois. L'obligation d'avoir exactement le Sharia Board avec les trois, donc le groupe, le Sharia Board doit se composer au moins de trois membres, et puis l'obligation également de verser l'excédent technique à la fin de chaque exercice, bien sûr, s'il y aura un excédent technique. C'était le grand principe de départ dans la loi, malgré le fait qu'aujourd'hui, il y a dans un projet de modification, d'amélioration de la loi, les textes sur les assurances, d'une façon générale, on va toucher également un tout petit peu la partie Takaful, mais bien sûr, à mon avis, sans toucher au principe de
la séparation comptable et éviter un peu la séparation juridique, parce que d'après notre expérience et d'après les recherches, le benchmark qui a été fait, c'est un peu difficile d'aller vers la séparation juridique et d'avoir une entité autonome juridique. C'est pour le juillet de 2014, il y a la loi. Bon, en mars 2016, il y a eu la publication d'un catalogue de placements spécifiques pour le Takaful. Donc, déjà, on a mis presque 2 ans pour publier cet arrêté. Bon, aujourd'hui, je peux vous dire que cet arrêté n'est pas jusqu'à maintenant respecté, devant l'absence de certains produits et canaux de finances islamiques qui doivent respecter un peu les catalogue de placement. Le point le plus important, c'est au moins les 20% exigés par le catalogue de placement dans les titres des BTA de l'État, mais jusqu'à maintenant, l'État n'est pas sorti un peu les scopes islamiques en la matière, malgré le fait que l'État est autorisé à partir de 2016 de le faire. Encore, il y a un peu des facilités qui ont été apportées en faveur, je dis bien, pour le Takaful. En juillet 2016, la nouvelle loi bancaire autorise les banques conventionnelles d'avoir des fenêtres islamiques, donc les windows, pour commercialiser les produits islamiques. Mais encore une autre fois, cette autorisation qui a été accordée en 2016 donc, par la loi, la circulaire d'application de comment fonctionner le fonctionnement des fenêtres islamiques n'est paru qu'en octobre 2019 par la Banque centrale. Déjà, on a mis tout ce temps-là pour dire comment doit-on normalement doivent fonctionner un peu ces windows islamiques. En juillet 2018, il y a eu l'apparition d'un décret autorisant l'émission de sukuk islamiques pour les sociétés privées. C'est encore une autre chose positive. Bon, le démarrage est encore difficile, mais quand même, s'il y a cette autorisation, ça va permettre pour un peu les sociétés Takaful de pouvoir un peu avoir encore des canaux de placement de leurs moyens. Puis, on a commencé en 2017, on a préparé, le Conseil national de comptabilité a voté les normes Takaful spécifiques pour les sociétés Takaful. Donc, c'était en 2017. L'application était prévue au départ en 2018, puis on l'a repoussée pour 2019. Mais c'est pourquoi on l'a repoussé? On a attendu un peu l'avoir exactement, d'avoir un régime fiscal spécifique pour le Takaful. Comme vous le savez, le régime, c'est la première fois, donc la loi des finances pour 2020 a voté, donc a prévu donc un traitement spécifique pour les sociétés Takaful. Et d'ailleurs, ici, donc peut-être parmi les choses qu'on est en train de batailler sur ça, il y a presque l'esprit de la loi fiscale pour le paiement d'impôts, presque inspiré de la séparation juridique des fonds, puisque jusqu'à maintenant, la loi ne prévoit pas la fusion des deux résultats entre les fonds des actionnaires et le fonds des actionnaires et le fonds des participants. Et donc, ils nous ont obligés de faire supporter le fonds des participants, donc il doit payer ses impôts à part, d'une façon séparée. On ne prend pas en considération les pertes qui vont être dégagées, au moins pour les premières années, dans ce sens. Donc, globalement, on peut dire aujourd'hui que au courant de l'année 2020, tout l'arsenal juridique il est mis en place en attendant certaines encore modifications et certaines demandes d'amélioration, surtout pour du côté fiscal, et même du côté de la norme comptable, il y a certaines demandes de modification qu'on est en train de voir avec le Conseil national de comptabilité pour pouvoir au moins avoir une comptabilité qui soit fidèle pour tracer les situations financières des deux fonds.
Merci beaucoup, Sir Abdelatif, pour cet éclairage. Alors, on voit hein, à chaque fois que le monde de l'assurance a toujours, on va pas dire un train de retard, mais il arrive toujours après l'évolution du secteur bancaire. Et ça, je pense que même dans le monde classique, c'est normal. Enfin, même dans le monde classique, on observe la même chose, en fait. Toujours un temps de retard où le monde de l'assurance qui va pas au même rythme, finalement, que les autres parties du monde financier. Alors, on va passer maintenant au cas algérien. Simorad. Là, on vient de voir deux approches réglementaires relativement consistantes. Celle du Maroc, qui a essayé d'être la plus complète possible, bien on peut toujours trouver des trous dans la raquette, comme on dit. Celle de Tunisie, qui aussi a essayé qui s'est attelée surtout à définir ce qu'on appelle le régime juridique du contrat. Surtout, on parle de régime contractuel. C'est ça qu'on voit aussi qui ressort beaucoup dans le titre 7 du chapitre 1 de l'assurance Takaful en Tunisie. C'est intéressant aussi de voir ça. Alors, en Algérie, on a déjà du Takaful depuis plusieurs années. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. On salue d'ailleurs au passage, c'est Mohamed Ben Arbia aussi. J'ai vu son nom quelque part sur la liste. Peut-être qu'il nous écoute aujourd'hui. Donc, je salue tous nos amis d'Alger qui sont actifs et qui militent depuis quelques années à l'évolution de la réglementation. Moi-même qui ai travaillé avec quelques banques publiques sur la partie bancaire. On attend depuis 4 ans au moins le texte. Donc, je sais que c'est quelque chose qui est en gestation depuis quelques années. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'il en est de ce décret, ce projet de décret qui a été publié en février 2020? Parfait, merci beaucoup, Bouker. Merci à Ashraf et à Abdelatif. Avant tout, j'aimerais déjà, si tu permets, Bouker, plutôt commenter l'approche, je dirais, législative de la chose. C'est autant, je dirais, que je félicite le Maroc pour l'avancée en matière d'arsenal juridique pour encadrer quelque part les opérations du Takaful, mais autant j'applaudis carrément l'approche tunisienne, et je remercie Serra Abdelatif, vu que lui aussi a été déjà auparavant à la tête du régulateur lui-même, du marché tunisien. Tu avais parlé de tennis et l'utilisation d'une raquette. Déjà là, on voit deux approches différentes. Celui qui préfère avoir une raquette toute faite et pouvoir par la suite passer carrément sur le terrain, et l'autre qui commence carrément à jouer au tennis, même avec une raquette trouée. Et je pense que l'approche tunisienne serait, je dirais, la plus adaptée. Souvent, quand je parle de législation, je tire toujours un exemple qui est lié à la digitalisation. Tu avais tout à l'heure dit que j'étais fan de ce modèle-là, dans tout ce qui est digital aujourd'hui. Je dirais que l'approche qu'on a vue durant les 5 dernières années sur les trottinettes parisiennes, alors je sors complètement du sujet, mais c'est lié aussi aux assurances, parce qu'il n'y a pas aussi un cadre, je dirais, de produits d'assurance qui couvre ce risque-là. C'est qu'on a mis en place des trottinettes sur le marché, alors qu'il n'y avait aucun cadre réglementaire. Aujourd'hui, nous avons un chiffre d'affaires généré par ce business qui avoisine les 4 milliards d'euros. C'est pas rien, c'est pas négligeable. Et la loi n'a été pondue quand même que 5 ans plus tard. Je pense bien que c'est ce qu'a fait la Tunisie. Elle a laissé 3 acteurs activés sans aucun souci. Aujourd'hui, ces 3 acteurs vraiment ont atteint un certain niveau de maturité avec un chiffre d'affaires, c'est Abdelatif, tu me corriges, qui avoisine les 44 millions de dollars. Donc, c'est pas négligeable. Donc, ils ont fait quand même un certain niveau, je dirais, un bond assez conséquent qui leur permet aujourd'hui de légiférer avec un maximum de brèches qui pourraient éventuellement être analysées. Moi, j'aime bien la logique juridique qui dirait laisse faire et légifère. Il faut laisser faire les choses, noter là où il y a eu des problèmes, là où il y a eu du contentieux, analyser et par la suite avancer. Je profite de saluer, tu m'as dit que c'est Mohamed est là présent. Mohamed, bonjour. J'aimerais souligner que Salama Assurance, auparavant en Algérie, a pu quand même convaincre le régulateur d'approuver le modèle, mais malheureusement, faute d'un cadre réglementaire, Salama n'a pas pu quand même exercer son modèle Takaful à 100%. Je pense bien que là, je vais juste passer aux différentes, je dirais, avancées, les dates les plus importantes. Qu'est-ce qu'on a vu quand même comme avancement? Je vais me vanter un petit peu en tant qu'Algérien, mais bon, c'est juste pour pouvoir rappeler quelque chose plus tard. C'est qu'on a vu quand même l'AIOFI naître en Algérie le 26 février 90. Et par la suite, 30 ans plus tard, on a eu un projet de décret. Donc, ça donne quand même une idée, vraiment, le gap législatif qui ne permet pas réellement une évolution d'un marché économique ou le marché des assurances. 2017, il y a eu un projet de loi Takaful, donc complémentaire à la loi 95-07, à l'ordonnance 95-007,
relative aux assurances modifiées et complétées, qui a été bien sûr formalisée en 2017 auprès du Conseil donc, national des assurances, qui est le CNA. Mars 2020, on a vu quand même, donc, tout à l'heure, tu avais parlé donc, de la partie réglementaire relative au métier donc, de la banque. On a vu le règlement de la Banque d'Algérie, numéro donc, 2 sur 2020, du 15 mars 2020, définissant les opérations de banque relevant de la finance islamique et les conditions de leurs exercices par les banques et établissements financiers, qui vient, lui, modifier donc, les lois initiales ou les règlements ou le cadre réglementaire initial qui était porté sur la banque participative. Ainsi que le lancement, tu en avais parlé tout à l'heure, Boubacar, du projet de décret exécutif fixant les modalités d'exercice donc, de l'assurance Takaful. J'y reviendrai après les dates qui vont suivre. Donc, il y a eu l'instruction donc, de la BA aussi en avril 2020, donc numéro 3 sur 2020, du 2 avril 2020, définissant les produits relevant de la finance islamique et fixant les modalités, donc caractéristiques techniques de leur mise en œuvre, etc. Et on peut parler de tout ce qui est Modaraba, Musharaka, etc. Et ça, c'est propre plutôt donc, au système bancaire que, je dirais, à notre activité en tant qu'assureur. La BA qui est la Banque d'Algérie, juste pour le… La Banque d'Algérie, voilà. Donc, par la suite, on a vu en mai 2020 la création donc, de l'autorité charaïque nationale de la fatwa pour l'industrie de la finance islamique qui intervient en application donc, du règlement numéro 2 du 2002 du 15 mars 2020 définissant les opérations des banques et des établissements financiers. Alors, le souci, c'est que maintenant, je reviens plutôt au projet de décret qui, lui, a quelques spécificités et qui est différent de ce qui se pratique aujourd'hui au Maroc et en Tunisie. Donc, le premier, déjà, sur le modèle opérationnel. Donc, on parle de 3 modèles classiques, Wakala. Par contre, nous sommes partis sur un modèle Modaraba modifié. Ça veut dire que la compagnie gestionnaire donc, du fonds, elle va, participer et prendre participation aux revenus financiers, donc du fonds d'investissement, et aussi participer aux revenus, notamment par rapport à l'excédent technique. Donc là, c'est prédéfini par la réglementation en vigueur. La différence avec, je dirais, le marché marocain, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui, que ce soit pour Wakala ou Modaraba, un quelconque plafonnement, je dirais, de combien va être la commission, de combien va être la participation ou de comment ça va être géré. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir vraiment mettre en place au niveau de chaque compagnie. L'autre, je dirais, aspect revient aussi, il n'y avait pas réellement une référence à un conseil, je dirais, charaïque national. Donc, il y avait juste le comité, je dirais, interne à la compagnie, donc le comité charaïque, lui, est composé de 3 membres, etc., etc. Et le souci qui se pose aujourd'hui, c'est que maintenant, la création d'autorité a vu le jour. Il va falloir, bien sûr, que le décret lui-même inclut donc cette référence pour que l'on puisse par la suite être en conformité avec la réglementation en vigueur. Et l'autre aspect, je dirais, qui est assez particulier, c'est la limitation de l'utilisation de l'excédent qui, à tout moment, doit revenir aux participants. Ça veut dire qu'il n'y aura aucune possibilité d'utiliser ce fonds, par exemple, pour des opérations, je dirais, pour tout ce qui est activités associatives ou caritatives, etc., comme on a vu vraiment l'émergence dans quelques pays. Donc ça, c'est vraiment les challenges majeurs. Aujourd'hui, c'est dans un état vraiment embryonnaire. Le projet a été soumis aux compagnies d'assurance du secteur pour pouvoir, bien sûr, apporter n'importe quel, je dirais, commentaire, amélioration donc, du texte. Et c'est clair que d'ici, je dirais, quelques mois, je pense que le Covid lui-même a un peu ralenti, donc je pense le projet lui-même. Mais je pense qu'en 2020, nous allons quand même avoir donc, la première loi, je dirais, ou cadre réglementaire qui pourrait éventuellement régir donc, l'activité donc Takaful en Algérie. Pour ce qui est maintenant du modèle opérationnel, c'est clair qu'il est autorisé soit d'opter pour une compagnie, bien sûr, indépendante. Et ça, je pense que c'est pour ce modèle-là que si Chekib, je lui fais un petit clin d'œil, milite amplement, mais je pense bien qu'il y a des challenges aussi derrière. Mais il y a aussi le modèle fenêtre. Je pense bien que si Chekib, nous ne sommes pas vraiment en contradiction, toi et moi, on est complémentaires sur ce sujet. Je pense que tu as tes arguments, j'ai les miens, mais je pense qu'il va falloir quand même pouvoir mettre en place, et je le dis d'ailleurs dans les challenges que nous allons avoir à traiter plus tard, donc dans la dernière partie Boubacar, c'est qu'il va falloir quand même qu'il y ait une stratégie marché. Lancer le Takaful pour le lancer, il ne faut pas vraiment que ça aille dans tous les sens. Il va falloir qu'il y ait vraiment une réflexion marché, voir ce que la Tunisie a fait à côté, voir ce que le Maroc fait, voir ce qu'on fait aujourd'hui dans la région MENA grâce au GAIF et grâce aux efforts de Chekib aujourd'hui qui nous nourrit avec
une revue vraiment à laquelle tout le monde s'est habitué aujourd'hui. Donc, on a une revue de presse quand même qui nous donne assez d'informations pour ce qui se passe dans le secteur. Et je pense bien qu'aujourd'hui, l'Algérie peut compter au minimum 4 à 5 acteurs qui pourraient éventuellement se lancer dès l'apparition de la loi dans les prochains mois. Donc, merci beaucoup pour cet éclairage sur l'approche algérienne. Effectivement, on voit que les textes, l'approche au niveau des textes réglementaires est complètement différente en Algérie des autres. Alors, justement, Chakib, Mourad vient de te passer un peu le relais. Est-ce que, en tant que, justement, vision régionale, en tant que secrétaire général de l'AGAIF, comment est-ce que tu analyses les différentes approches? On ne va pas dire laquelle est la bonne et laquelle est la mauvaise, mais en gros, qu'est-ce qu'on pourrait garder de l'une et des autres? Est-ce qu'on pourrait même imaginer demain une approche régionale, quelque chose d'homogène un peu partout? Quelle est ta vision un peu, toi, au regard aussi de ton expérience historique dans les autres pays, au Pakistan, lorsqu'on préparait le webinaire, on a parlé du Pakistan, tu nous as parlé de Bahreïn également. Comment est-ce que tu vois un peu l'approche maghrébine de l'approche dans les autres pays? Alors, juste pour un peu revenir sur ce que disait Mourad, je pense que l'expérience algérienne est intéressante et je crois qu'il y a une opportunité pour les Algériens, justement, d'apprendre de ce que les Tunisiens ont fait. Et en fait, quand on prend par exemple le cas de Tekafouli avec Abdelatif Chaban, lui, il a été des deux côtés de la barrière. Il a été régulateur, puis il a été aussi, enfin, il est comment dirais-je, il est CEO quand même d'une compagnie de Tekafoul. Et je pense que c'est une approche intéressante. L'approche marocaine, sur laquelle j'ai pas mal travaillé, notamment avec Achraf, parce qu'on a travaillé ensemble l'année dernière, justement pour la mise en place d'une compagnie de Tekafoul. Bon, je sais pas si je peux dire heureusement ou malheureusement, je suis parti au GAIF. Mais dans tous les cas, je pense qu'il n'y a pas de meilleure approche par rapport à une autre. Je crois que chaque pays est libre de suivre l'approche qui lui convient. Bon, les Marocains, ils ont choisi la politique des petits pas. Et je dirais à Achraf, en fait, moi, j'avais été consulté en 2012 sur le projet de texte marocain. Et à l'époque, je suis sorti de mes gants parce que j'ai trouvé que le texte initial était mauvais. Et à l'époque, c'est-à-dire la personne qui m'avait demandé mon avis, je lui avais signalé par écrit que je n'aimais pas beaucoup, que je trouvais que le texte marocain à l'époque était un peu comme un emplâtre sur une jambe de bois. Entre-temps, il y a eu beaucoup de progrès et entre-temps, il y a eu beaucoup d'améliorations. Alors tout à l'heure, j'avais vu dans les questions dans le chat, il y a des gens qui disaient pourquoi il n'y a pas de Malaisiens parmi les intervenants. Je dirais tout simplement parce que les Malaisiens ne parlent pas français, donc ça c'est une chose, mais on pourra revenir à la Malaisie et à l'Indonésie tout à l'heure. Et quelqu'un qui disait la Wakala est plafonnée à 30%, non, elle est plafonnée à 25%. Plafonnée à 30%. Mais juste j'ouvre une parenthèse pour dire, si elle a été plafonnée à 25%, moi je trouve ça très 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 bien, parce que ce qui s'est passé dans les pays du Golfe, la Wakala n'était pas plafonnée, il y a des compagnies qui ont pratiqué du 45%, et on est arrivé à la situation de qard perpétuel, et il y a des compagnies qui survivent avec un qard qui survivent, je ne dis pas qui vivent, mais qui survivent avec un qard perpétuel depuis leur création il y a 10 ans ou 12 ans. Et l'OFI, malheureusement, et moi j'ai un reproche à faire par rapport à ça, par rapport à l'OFI, que je suis allé voir justement par rapport à cette histoire du qard, et je leur ai écrit par rapport à cette histoire du qard, n'ont pas trouvé une solution, je dirais, comptable par rapport à cette situation-là. Bon, aujourd'hui, les Saoudiens, avec leur modèle coopératif, ils ont réglé le problème d'entrée de jeu. Les Marocains sont en train de régler le problème à leur manière. Bon, quoi qu'il n'y ait pas encore de normes comptables ou de plans comptables spécifiquement de Tekafoul au Maroc, mais ça va venir. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas d'approche qui soit une approche, je dirais, meilleure par rapport à d'autres. Je crois qu'on est en train d'apprendre, en fait, en réalité. Bon, moi, j'ai toujours tendance à dire, il faut apprendre de ceux qui ont réussi. Il faut apprendre aussi de ceux qui n'ont pas réussi. Je reviens à ce que disait Mourad tout à l'heure sur l'histoire des windows, donc des fenêtres de Tekafoul par rapport aux compagnies, je dirais, full-fledged 100%. Je suis allé souvent en Malaisie, très souvent en Malaisie, je suis allé souvent en Indonésie. L'Indonésie est un total fiasco par rapport au Tekafoul. C'est un total fiasco. Il ne faut pas se faire l'illusion. On peut raconter ce qu'on veut. C'est un pays où il y a 220 millions de musulmans où le Tekafoul ne progresse pas. Alors pourquoi il progresse en Malaisie? À mon avis, il progresse en Malaisie à cause de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est la volonté politique. Le deuxième facteur, c'est la Banque Negara. Le troisième facteur,
c'est le fait qu'on a d'entrée de jeu décidé de créer des compagnies takaful, mais full-fledged. On n'a pas permis les windows et on a fait ça par dose. Alors, il y a eu la première vague de compagnies takaful, après il y a eu une deuxième vague de compagnies takaful, et après une troisième vague. Alors, pour revenir à ce que disait Mourad tout à l'heure, comme quoi le marché peut supporter 4 ou 5 compagnies, je ne suis pas bien placé pour dire combien le marché peut supporter, sauf que je dis qu'aujourd'hui, et Mourad le sait aussi bien que moi, qu'aujourd'hui, le marché de la vie peine et des assurances de personnes peine en Algérie. Ils peinent beaucoup en Algérie. Alors, les Marocains, ils ont adopté une approche différente. Le régulateur, en la personne de ces Bobrik, a dit simplement, on va autoriser 2 compagnies, je crois. Ils vont autoriser 2, 3 compagnies. Alors, bon, ça va faire des mécontents s'il n'y a que 2 ou 3 qui sont autorisés. Mais je pense que c'est une bonne chose qu'il n'y ait pas beaucoup de compagnies à l'échelle d'un marché. Pourquoi? Parce qu'on le voit, par exemple, dans un pays comme les Émirats, il y a 62 compagnies ou 63 compagnies. Il y a, sur les 62, il y a 52 qui se partagent uniquement 22% et les 10 compagnies du top se partagent les 78%. Donc, sur les 52 compagnies, je me pose la question, est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de compagnies? Donc, c'est pour ça que moi, je ne suis pas du tout, même si je parle à la réalité des choses, et je crois que Brahim peut me confirmer sur ça, lui, en tant que réassureur, quand il voit ces mushroom compagnies, ces petites compagnies, il n'a aucune envie de travailler avec les petites compagnies parce que ça fait de la paperasserie, il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas d'efficacité, il n'y a pas d'investissement en matière de technologie, il n'y a pas d'investissement en termes de ressources humaines, etc., etc. Et je pense que les Tunisiens, ils ont été bien avisés de limiter le nombre à 3 dans un premier temps. Je trouve que c'est une bonne décision. Les Marocains, ils vont se limiter aussi à 2 ou 3 dans un premier temps. Je pense que les Algériens aussi, et je me permets de faire cette réflexion, ça serait bien de ne pas trop ouvrir le marché, de manière à laisser aux premières compagnies le temps, je dirais, de se développer, d'exister. Une fois qu'on aura une vague de compagnies qui aura existé, qui aura pris une part de marché conséquente, à ce moment-là, on peut éventuellement envisager d'autres agréments. Je donne un exemple très simple. Le marché des Émirats arabes unis, qui fait quelque chose comme 12 milliards de dollars, aujourd'hui, les takaful qui existent depuis très longtemps. Salama existe aux Émirats arabes unis depuis 1979. Et les compagnies qui se sont créées depuis 2001-2002, il y en a eu au moins 7-8. Il y en a eu au moins 7-8. La part du takaful n'a pas encore excédé les 15%. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a un problème d'efficacité. Il faudrait que les compagnies takaful puissent survivre, il faudrait qu'elles puissent être efficaces. Et pour survivre et être efficaces, il ne faut pas qu'elles soient nombreuses. Et il faudrait, et là je vais introduire un concept qui m'est très cher, c'est le concept de la différenciation. Aujourd'hui, que ce soit au Maroc, en Tunisie ou en Algérie, si les compagnies takaful ne sont pas fondamentalement différentes, et je dis fondamentalement différentes, dans leur pratique, dans le message marketing qu'elles envoient, dans la pratique, dans ce qu'on appelle la conformité, la compliance avec la charia, dans la conformité avec les règles d'éthique, elles n'ont pas beaucoup de chances de réussir. Je reviens à mon exemple malaisien. Une des raisons du succès des Malaisiens, c'est cette conformité. Parce que la Banque Nigara, la Banque centrale, est très, très, très à cheval sur les histoires de conformité. Et je crois que ce qui a manqué dans les pays du Golfe, c'est la conformité. Ce qui existe en Malaisie, c'est la conformité. Ce dont les 3 pays du Maghreb, à mon humble avis, ont besoin, c'est la conformité. Et je vous remercie. Merci infiniment, Chakib. Tu nous as vraiment fait voyager là, en faisant ces comparaisons et tu as déjà commencé aussi à faire quelques recommandations. Donc, merci d'avoir anticipé ce point parce que justement, quand on fait cette analyse comparative, on est obligé de dire, bon, finalement, pourquoi pas mettre ça là, pourquoi ne pas mettre ça là. Et il y a un certain nombre de points très importants que tu as abordés. C'est le nombre d'acteurs pour permettre à un marché d'évoluer de façon peut-être plus pérenne, plus sereine, d'avoir 15 acteurs d'un coup dans un premier temps, plutôt que d'en avoir 2 ou 3 pour permettre au marché de grandir et de se solidifier. Alors là, je reviendrai dessus tout à l'heure, parce qu'il y a aussi le métier de banquier qui est en train d'évoluer. Notamment, on parle de plus en plus de banque assurance. Alors, comme un marché comme celui du Maroc, qui a connu le lancement de 8 banques
participative où 8 acteurs qui jouent le rôle de distributeurs de produits financiers islamiques, si tous veulent faire de la banque assurance, bon, il y a un défi ici, il y a un challenge comment aborder le marché. Donc là, il y a des choses à explorer. Alors, avant d'aller justement dans les perspectives et les choses à explorer, ce qui nous intéresse aussi d'un point de vue de la réglementation, c'est le regard du réassureur. Brahim, toi, en tant que réassureur, ces réglementations, est-ce que finalement tu y trouves ton compte? Est-ce que le réassureur y trouve son compte? Est-ce qu'il les trouve trop rigoristes, trop rigoureuses? Est-ce que finalement il est à l'aise par rapport à l'approche qui a été faite au Maroc, en Tunisie et en Algérie? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton point de vue par rapport, enfin, le point de vue du réassureur sur ces réglementations? Tout d'abord, je vais revenir sur les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, qui pouvaient laisser présager que la réassurance n'était pas si importante que ça quand on voit les pourcentages. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une disparité en fonction des lignes de business. Comme je disais, l'assurance vie, si c'est de l'épargne, oui, le réassureur n'a pratiquement aucun intérêt. Mais par contre, il y a des risques sur lesquels le réassureur est limite indispensable. C'est Chakib l'a dit. Il y a des lignes de business où les réassureurs ou les assureurs retiennent très très peu localement, alors qu'il y a d'autres pays un peu plus matures où ils retiennent beaucoup plus de risques. Donc là, c'était juste par rapport à ce pourcentage-là. Donc le réassureur par rapport aux assureurs, ils ont également la possibilité d'avoir les deux approches, à savoir les windows ou les filiales. Donc c'est très peu de réassureurs ont des filiales, parce que ce qui se sous-entend filiale, ça sous-entend des fonds propres dédiés, des équipes dédiées, des structures complètes, toute une organisation dédiée, et donc du coup le problème de l'échelle. Parce ce qu'il faut savoir, c'est que si un acteur est 100% RITA-Kaful, il a accès, son charia board lui donne autorisation de prendre uniquement du risque qui est takaful à la base. Donc il ne peut pas aller sur le marché du conventionnel. Alors qu'un réassureur qui est conventionnel, donc qui fait du risque classique, lui par contre, il peut aller sur les deux marchés. Et il peut faire du conventionnel, du RITA-Kaful dans le sens window. Donc les réassureurs, lui, en fait, donc déjà par rapport à là où il est sa mise en mer, ou la filiale, il a la réglementation locale. Donc, par exemple, en l'occurrence, nous qui sommes à Bahreïn, qui ont une filiale à Bahreïn, il y a la réglementation de Bahreïn qui s'applique déjà aux réassureurs. Après, par rapport au pays où le risque il est localisé. Là, par contre, il y a une réglementation additionnelle qui n'est pas appliquée directement au réassureur, mais qui s'applique plus à l'acteur local vis-à-vis de sa réassurance. Donc, ce qu'on a vu sur les trois approches, que ce soit au Maroc, l'Algérie, Tunisie, il y a toujours une possibilité de faire appel sous certaines conditions, hein, c'est bien défini, sous certaines conditions, de faire appel à la réassurance conventionnelle, ou le window, ou le RITA-Kaful. Donc finalement, il y a les trois approches-là. Quand vous avez affaire à un réassureur qui lui-même a une filiale, finalement, il a tout ce panel. Il peut présenter tout ce panel à ses clients assureurs. Donc, il a la possibilité de s'adapter à tous les modèles qui lui sont présentés. Donc, finalement, comme la réassurance, on est dans une relation B2B, là, les contraintes sont moindres. Après, tout dépend, en fait, si on est dans des traités proportionnels ou plutôt des traités non proportionnels. Donc, proportionnel, pour schématiser, on est limite co-assureur si on était dans le conventionnel. Et c'est du non proportionnel assureur de l'assureur. Et quand on est dans le second modèle, assureur de l'assureur, là, typiquement, c'est vraiment du B2B. C'est finalement c'est ce qui est convenu entre les deux parties et ce qui a été rédigé dans les conventions. Bien évidemment, il ne faut pas que ça rentre en contradiction avec la réglementation locale. Mais en fait, quand il y a réglementation, c'est vraiment, quand il y en a une,
c'est vraiment par rapport à la possibilité qui est offerte au réassureur, à l'assureur Takaful, de trouver un équivalent dans le modèle, dans le marché du Ritakaful. Donc finalement, parce que ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui font du 100% Ritakaful. Et donc du coup, quand un acteur, un grand acteur du marché souhaite avoir des capacités qui sont excessives, bah, tout de suite, le nombre d'acteurs, d'offres qu'il va recevoir du marché, bah, il n'y en a pas tant que ça. Et par contre, la réassurance est lui forcément obligatoire. Et donc, du coup, s'il ne trouve pas cette capacité-là auprès des réassureurs Rita Carrefour, bah là, il est obligé d'aller sur le marché conventionnel. Sans oublier qu'il y a des réassureurs locaux. Donc, ce que je disais tout à l'heure, que ce soit Tunis Re, CCR Algérie, et donc du coup la SCR. Donc là, si vous imposez à ces réassureurs-là de faire complètement une filiale capitalisée et tout ce qu'il en va, bah, c'est pas sûr que d'un point de vue faisabilité économique, c'est viable pour eux. Surtout qu'ils n'ont pas forcément cette dimension diversification internationale où ils peuvent accéder à plusieurs autres marchés. Bah, ça, là, c'est pas forcément certain pour eux que le modèle soit fiable. Et donc, du coup, les régulateurs, ils ont tendance à leur allouer la possibilité d'avoir des fenêtres. Ok, merci. Donc, voilà ce que Merci Brahim on peut dire. pour cette vision un peu du réassureur sur les différents marchés. Alors, on va passer maintenant à la troisième et dernière partie.